mais ici il y a la ville de naissance où je suis née, donc à Tongling. Je ne savais pas. Là, c'est l'album de photos de mes parents quand ils sont venus me chercher en Chine. Et alors, ils m'ont dit que quand ils m'avaient rencontré la première fois, ben, on le voit ici, j'ai 25 000 couches de vêtements, mais c'est un bonhomme Michelin, quoi. Et ça les a étonnés parce que j'étais littéralement genre comme ça, tellement j'avais des vêtements. Mais là, dans les bâtiments, il faisait pas froid, donc ils ne comprenaient pas trop. Est-ce que c'était pour bien montrer qu'ils faisaient attention à nous et qu'ils mettaient des vêtements? Je sais pas. Aussi, à l'hôtel, normalement, un enfant à 9 mois, il sait quand même se tenir assis, etc. Et ils m'ont posé sur le lit. Et genre, je tombais littéralement, je savais pas tenir assise, quoi. Donc ça les a fait beaucoup trop rire. Et donc, ils devaient mettre des coussins tout autour de moi pour que je reste genre dans le lit, parce qu'ils voulaient me prendre en photo. Je dirais que j'ai grandi dans une famille où j'ai reçu beaucoup d'amour. Pendant 33 ans, j'ai vécu dans le déni de mon adoption, donc du coup en grande souffrance. Mais du coup, je ne reliais pas nécessairement le fait que j'avais des moments de tristesse, des moments de colère, nécessairement toujours avec l'adoption, puisque j'essayais d'étouffer en fait. Je voulais surtout que les gens ne voient pas que je souffre, ne voient pas surtout donc mes faiblesses. Je voulais jamais en parler à personne parce que déjà j'avais une très mauvaise estime de moi, donc je me disais que tout le monde allait se moquer. Et puis je m'étais déjà dit, ah mais il y a sûrement des professionnels, mais je n'osais pas aller les voir parce que je me disais que de toute façon ils ne me comprendraient pas. Quelque part tu sais que tu es aimé parce que tu as des parents, parce que tu reçois de l'amour, parce que tu manques de rien, tu vois. Mais d'un autre côté, je me sentais toujours profondément seule en fait. Et c'est ça qui me poussait à ne pas finalement prendre les actions nécessaires pour parler avec quelqu'un. Par exemple, j'ai 2 frères adoptés. Peut-être qu'il y a des gens qui osent plus parler parce que c'est des gens de leur même famille, tu vois, et qu'entre personnes adoptées, on peut se comprendre. Et même avec des amis, très peu en fait. Parce que souvent, les gens ne comprenaient pas. C'est pas facile en fait les quêtes identitaires quand t'es adopté. Pendant mon adolescence et tout, j'évitais un peu. Et c'est en vrai, ça fait depuis pas longtemps que je me pose plus de questions. Si tu contactes pas, j'imagine, des associations ou quoi, t'as pas les réponses à tes questions parce qu'il existe tellement de cas d'adoption que ouais, tu lis des trucs sur internet, mais est-ce que toi, c'est vraiment ce cas-là, quoi. Cette année, il y a un prof qui nous a demandé de faire un projet d'une vidéo personnelle et je me suis dit, ah, ça pourrait être une bonne idée de parler de mon adoption. Je voulais parler de mon ressenti, mais quoi? Quand je voyais un peu les films, je trouvais fort se retourner vers les parents et le vécu des parents et pas vraiment sur l'adoptant. Et donc je me suis dit, là, moi, ce que je veux, c'est vraiment que les gens ils comprennent plus mon ressenti. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, mais t'arrêtes pas juste à la vidéo, essaye de faire plus de recherches, etc. Et c'était pas facile, enfin, c'était vraiment genre quelque chose où je me forçais. Ça prend du temps et, ouais, et de la force quand même, parce que c'est pas toujours facile. Quand tu es adopté, enfin, en tout cas moi c'était ça si j'ai bien compris, la date de naissance, on n'est jamais sûr. Et donc du coup, bah, c'est marrant de se dire qu'en fait finalement, on n'est peut-être pas né le 20 mars, on est peut-être né le 21 ou le 19, quoi. Ce qui est bizarre aussi sur ma carte d'identité, sur le lieu, moi c'est écrit inconnu. Et alors qu'en vrai, le lieu est connu, vu qu'il est noté là. Et pour mon nom de famille, ça devait être aussi inconnu. Et donc du coup, mes parents ont fait des pieds et des mains au moins pour que mon nom de famille soit pas inconnu. J'ai rencontré une personne manipulatrice qui m'a complètement détruite. Et du coup là, j'ai pas hésité, j'ai directement voulu trouver quelqu'un pour me faire aider. Je me suis fait accompagner, je dirais, pendant 6 mois par une psychologue. Là vraiment, on a commencé à parler du fait que j'étais adoptée, etc. Et donc là, du coup, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait pas mal de choses que évidemment je pensais que j'avais réglées. C'est mon ego qui me répétait non mais tout va très bien. Et puis en fait au fur et à mesure des questions, en fait je me disais non en fait c'est vrai que voilà. Mais même si ça n'a pas été évidemment facile, j'étais toujours déterminée en fait à avancer et à créer finalement du résultat sans savoir vraiment où est-ce que j'allais en fait. Travailler sur soi c'est un travail en continu. Mais c'est un travail qui, en tout cas, moi, m'apaise, qui est devenu aujourd'hui essentiel, en fait, à mon bien-être, qui m'a du coup réconciliée avec le fait d'être adoptée.
Effectivement, la blessure de l'abandon et la blessure du rejet, qui sont en général les blessures qu'on ressent en tant que personne adoptée, sont des blessures émotionnelles très fortes qui touchent l'identité. Pouvoir apaiser la blessure de l'abandon, ben finalement, ça permet en fait d'apprendre en fait à s'aimer et de se rendre compte qu'en fait, on vaut quelque chose. Je crois vraiment que grandir avec deux croyances extrêmement limitantes et extrêmement destructrices finalement, qui sont je ne mérite pas d'être aimée parce que mes parents m'ont laissée. Et en plus, moi j'ai grandi avec le fait que j'étais persuadée que j'étais fautive en fait. Et donc du coup, on pense ne rien valoir, on pense ne pas avoir de place du coup dans le monde. Mais l'adoption internationale, c'est totalement différent, je trouve. Parce qu'en fait, tu vas prendre un enfant que tu vas carrément délocaliser dans un autre pays, dans une autre culture, et tu n'as pas, je trouve, le suivi de cette intégration-là. Parce que je trouve qu'un enfant adopté en Belgique, par des parents belges, tu n'as pas cette cassure que tu peux ressentir peut-être plus d'un pays à l'autre. Quand tu t'es adopté, au moins, on va dire, si tes parents biologiques t'ont laissé, c'était pour une raison. Mais c'est vrai que là, je trouve le cas de la Chine, c'est quand même spécifique parce qu'il y a eu la loi de l'enfant unique. C'est une autre histoire, quoi. Mon frère, lui, c'était à l'hôpital et sa mère, elle a accouché sous X. Légalement et tout, c'était en ordre. Alors qu'en Chine, si par exemple j'étais la deuxième enfant, on était bannis quoi, et on était blacklistés et tout. Enfin, c'était vraiment, là c'était plus du délit. Quand tu avais un deuxième enfant, c'était littéralement du délit. Donc j'imagine c'était fait en cachette. Donc ouais, c'est sûr que ça c'est le plus gros impact, c'est de bouger de pays et de changer de famille, c'est le plus gros, on va dire le plus gros impact. Il y a deux forces incroyables pour moi qu'ont les personnes adoptées. Donc il y a déjà un courage, je trouve, assez immense. Un courage donc de s'adapter parce que finalement être né dans un pays qui est complètement différent de celui dans lequel on va grandir, c'est aussi une certaine adaptation en fait qu'on a dû faire enfant. Et du coup ce courage, on peut le transformer pour moi en résilience. Et donc finalement cette résilience, c'est cette capacité en fait de rebondir, c'est cette flexibilité en fait. Seulement pour moi, je pense que c'est intéressant de l'utiliser aussi pour se transformer en fait. Et pour finalement faire de notre adoption une force. Mais ouais, ce qui est marrant là avec cette photo-là, c'est que... Donc là, je fais du piano avec ma cousine. Et dans le dossier, il y a une phrase qui est c'est trop marrant parce que ça a été noté est-ce que l'enfant joue, etc. Mes parents pouvaient poser des questions. Et ils ont répondu oui avec beaucoup de jouets musicaux. Donc déjà toute petite, c'est quand même fou, genre j'avais quelques mois. Donc c'est marrant, comme quoi la musique c'est vraiment resté. Et encore maintenant, après j'ai commencé le piano et j'en fais encore maintenant, donc c'est marrant. On est tous les trois adoptés dans ma famille et pourtant on a tous les trois des caractères différents. C'est vrai qu'on ne l'a jamais. Enfin, il y a quand même des choses, on est quand même déterminés, on va dire. Mais est-ce que c'est l'adoption ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire ses preuves, dans nous trois, on aime quand même bien le faire. Ça, c'est vrai. C'est, on va dire, un point commun. J'étais plus mate de peau quand j'étais petite, j'aimais pas du tout ça. J'aimais pas le fait que je voulais être blonde, je voulais avoir des yeux bleus parce que je pensais que c'était bien comme ça. Et avoir une non-acceptation de soi quand on a 10 ans, quand on a 8 ans, c'est très compliqué. Et c'est vrai que par rapport, par exemple, à mon frère adopté donc aussi du Pérou, où je connais une amie péruvienne ou même d'autres personnes qui sont péruviens et qui ne sont pas adoptés, c'est vrai que je ne leur ressemble pas en fait. Je suis beaucoup plus claire de peau, donc aussi quand je vais là-bas, les gens me regardent toujours un peu. Et puis ici, j'ai plein d'origines différentes. Il y a des personnes qui pensent que je suis marocaine, il y a des personnes qui pensent que je suis libanaise, des personnes qui pensent espagnole, italienne, enfin tout sauf péruvienne. Et donc du coup, ça m'a toujours amusée. Finalement, je n'en ai jamais souffert. Si vous vous mettez, je sais pas, 2 secondes à notre place, on doit faire un choix. Si oui ou non, on doit retrouver nos parents, on doit le faire, mais on n'a pas envie de le faire. C'est compliqué, oui ou non, ça va changer, je trouve, tout le destin de notre vie, mais pourquoi on est déjà bien comme ça? J'ai plus de culture belge que de culture chinoise, ça c'est sûr. Pourquoi pas repartir en Chine, etc. Juste pour revisiter le pays, mais retrouver les traces, où est-ce qu'on a été abandonné, pourquoi, nanani nanana. Ça, si vraiment, par exemple, les parents voulaient laisser une trace, ils auraient peut-être pu laisser un mot.
Donc je me dis, ça a été fait comme ça, quoi, c'est le destin. Donc moi, non. Personnellement, non, et je compte pas le faire. Mais retourner en Chine, en tout cas, juste pour voir le pays, les cultures et tout, ça, j'aimerais bien. J'essaye de retrouver la personne à qui j'ai été confiée après être restée à l'hôpital un mois, parce qu'elle, peut-être, elle a des informations. Mais voilà, typiquement pour rencontrer cette personne-là, ben, ce serait déjà pour la remercier, tu vois. Et en fait, c'est juste ça, de base. Tu vois, si elle me dit j'ai pas les coordonnées, bah c'est pas grave, mais en même temps, j'en profite pour vous remercier en fait. Parce que c'est aussi grâce à elle, tu vois, que du coup, elle a pris soin de moi, que j'étais en pas trop mauvaise santé. Et, parce qu'après ça, après elle m'a confiée à l'orphelinat en fait. Depuis toujours, en fait, dans mon dossier, il y a l'identité de mes parents. Euh, et, et du coup, ça m'a surpris. J'étais hyper contente. Je me suis dit, ah, mais ok, en fait, on a quand même des informations sur eux. En fait, ça n'a pu que, du coup, me créer de la surprise de façon agréable, en fait, sans aucun reproche. Parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de connaître une partie de mon histoire, et on va dire la raison pour laquelle j'ai été abandonnée. Parce que je me sens complète, en fait, sans tout ça. En tout cas, après, il y a toujours l'aspect, évidemment, curiosité. Mais ça ne sera pas une vérité transformationnelle, en fait. Il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est finalement un chemin pas facile, mais que je trouve très beau, parce que c'est d'aller chercher les solutions qui nous conviennent, ce qui est bon pour nous en fait. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer leur famille biologique, c'est pas facile, je sais, mais que pour elles c'est vraiment essentiel, c'est important aussi. Et c'est pour ça que aussi j'accompagne des personnes, du coup, comme un soutien émotionnel, des personnes qui ont décidé de rencontrer leur famille biologique. C'est déjà un acte d'amour, donc je trouve ça déjà très beau. C'est une personne qu'on ne connaît pas, mais en même temps, c'est une personne qui a notre sang. Et aussi cette découverte de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble aussi. Et voilà, tout ça, je pense que c'est des choses qui sont bouleversantes et c'est complètement OK. Mais c'est important d'y être préparé. Ça doit être trop bizarre d'aller dans un pays où genre tous les gens nous ressemblent. J'ai entendu qu'il fallait bien se préparer si tu retournais dans ton pays d'origine parce que c'était assez violent comme choc. Donc les enfants qui étaient adoptés par exemple en Chine, quand ils retournaient dans leur pays d'origine, donc quand ils retournaient en Chine, ils pensaient que ça allait être la révélation, et qu'ils allaient se retrouver là. Donc ils se sentaient mal en Belgique, donc ils veulent retourner en Chine pour se sentir mieux. En fait, ils se rendent compte qu'en Chine, c'est des touristes, c'est des inconnus. En fait, ils ne se retrouvent pas non plus, quoi. Parce que tu ne connais pas la culture, tu ne connais pas comment ils vivent, etc. Le suivi derrière, quand c'est une adoption d'une culture à une autre, il faudrait quand même un plus gros suivi. Justement, après, comme tu dis, pour la quête identitaire, etc., tu ne te retrouves pas toujours dans ton pays, quoi. Quand j'ai été la première fois en 2005, j'étais toujours bien dans mon déni profond. Comme quoi, il y a moyen de visiter son pays d'origine de façon très touristique, en ne se posant aucune question. Tu vois, j'ai pas du tout souffert, j'ai trouvé ça génial. Et finalement, par contre, ce voyage, je suis repartie avec le fait que j'étais très intéressée par la culture. Et puis j'ai eu la chance d'aller en 2016. Je me suis pas posé de questions, j'étais contente d'y aller. J'allais du coup avec plus ma famille élargie aussi. Et là, par contre, c'est venu beaucoup me toucher. J'avais beaucoup de moments, je dirais, d'introspection comme ça qui me rendaient triste parce que j'avais pas de réponse. Et puis après, je suis retournée dans mon déni une fois que je suis revenue en Belgique. Je dirais que j'ai pas un rattachement à un pays plus qu'à l'autre. C'est vraiment deux pays qui sont qui je suis. La Belgique, j'ai grandi en Belgique, donc forcément j'ai plus la mentalité belge. Je suis rattachée déjà parce que mes parents sont belges d'origine belge, mais en même temps, avec le Pérou, c'est autre chose, tu vois. Par exemple, moi j'adore la nourriture péruvienne, mais plus que la nourriture belge, par exemple, tu vois. En fait, c'est complémentaire. J'y trouve des choses que j'aime, mais complètement différents niveaux. Plus je suis détachée, et plus je vais savoir faire les choses, tu vois. Typiquement, quand on veut rencontrer sa famille biologique,
Il y a une partie de nous qui veut vraiment savoir la vérité pour x, y raison. Mais en même temps, il y a une partie de nous qui est conscient qu'on va peut-être, ça peut être pire aussi. Je pense que clairement, c'est pas quelque chose que j'aurais fait quand j'étais en souffrance, tu vois. Là, je fermais toutes les portes. C'est toute la question d'apprendre à s'aimer, en fait. Et pour moi, ça a été vraiment la grande prise de conscience. Et pour moi, ça change tout. À partir de ce moment où on commence à accepter qui on est, bien qu'évidemment, c'est pas facile, hein, parce que ça engendre effectivement d'accepter cette double culture, si on peut dire. C'est d'accepter aussi son corps physique, c'est d'accepter qu'on a été abandonné. Enfin, c'est pas évident. Mais je pense vraiment que l'amour de soi, ça ouvre tellement de portes, en fait.